Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Toutes les semaines, vous le savez, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain ou une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines, l'islamisme, le djihadisme, les identitaires ou encore les récupérations populistes. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Laurence Biner, chercheuse et spécialiste de l'extrémisme, notamment en ligne. Bonjour Laurence. Bonjour Simone Rodin, merci pour l'invitation. Laurence, comme nous tous, j'imagine que vous suiviez depuis hier le procès de ce qu'on appelle le procès du 13 novembre. Quelle est votre réaction à ce qu'on a vu hier et aujourd'hui et à quoi doit-on s'attendre avec ce procès selon vous? En fait, ce qu'on a vu hier, c'est l'ouverture d'un procès titanesque. C'est un temps fort à plusieurs égards. C'est un temps fort en termes d'exercice de la justice. C'est un temps fort pédagogique. Et également, je dirais que et c'est fondamental, c'est un temps de parole pour les victimes. Alors, c'est un temps fort en termes d'exercice de la justice parce que la journée d'hier, avec son point d'orgue qui a été la déclamation de la Shahada par Abdeslam, est particulièrement symbolique. Abdeslam, c'est quelqu'un qui refuse la justice des hommes. Il l'avait déjà dit, d'ailleurs. Il n'adhère qu'à la justice de Dieu. Et ce procès, c'est la confrontation de ces deux systèmes de valeurs, de ces deux systèmes de lois, l'un qui est révélé dans un livre et l'autre qui est bâti par l'homme et fondé sur sa conscience intime du bien et du mal. Et donc, on est dans le cœur de ce qui distingue en quelque sorte le pouvoir spirituel du pouvoir temporel en termes de justice. Et ici, avec l'ouverture de ce procès, c'est justement la justice des hommes qui se déploie avec toutes ses difficultés, toutes ses imperfections, mais elle se déploie avec son glaive et sa balance, comme on dit, avec toute sa force, implacable, mais également attentive. Et ici, on est face à des prévenus qui sont impliqués à différents degrés dans l'attentat, et ça montre que, quel que soit votre degré d'implication, la justice des hommes viendra vous demander des comptes in fine. Voilà, donc en termes symboliques, c'est très important. Ensuite, ce procès, c'est également un temps de vérité sur l'attentat lui-même, une opération qui est extrêmement complexe, et les 9 mois de procès à venir vont vous montrer dans les arcanes des parcours de chacun, les arcanes du déroulement de l'attaque, avec l'espoir évidemment de lever les dernières zones d'ombre, et avec une vertu pédagogique pour mieux comprendre les parcours de radicalisation de chacun, et pour mieux comprendre la mise en place de cette opération, mettre le doigt sur les failles afin qu'elles ne se reproduisent pas, pouvoir faire un retour d'expérience grâce aux éléments qui seront exposés dans le procès. Et je dirais que, et c'est fondamental, c'est également un temps de parole pour les victimes. Les victimes, lors de ce procès, les victimes qui souhaitent s'exprimer le peuvent et le font. Et désormais, on a le recul. Et ces personnes qui ont souffert, qui ont perdu un proche, elles ont pu prendre du champ par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu, mais le public aussi, en fait, a pu prendre du champ. Et je trouve qu'en cela, l'échange est plus fluide. Les témoignages, il y a des nombreux témoignages de victimes qui paraissent dans les journaux, en vidéo, etc. Ils sont lus, ils sont partagés. On n'est plus dans la sidération, on n'est plus dans le choc du lendemain de l'attentat, où quelque part la douleur de chacun était, aux yeux du public, noyée dans la masse du nombre, qui était difficilement appréhensible. Et je trouve que la rencontre, justement, entre ces personnes qui témoignent et leur lectorat se fait avec plus de sérénité, avec plus d'empathie. Ça, je pense que c'est important. Et on a vu dans ces témoignages certaines personnes qui ont eu l'occasion de montrer leur endurance, leur courage, leur résilience dans le processus de reconstruction physique ou psychologique. Et c'est pour beaucoup une leçon de vie, quelque part. Je pense que c'est un point aussi qui est important dans ce procès.
Et quel est aujourd'hui l'écho à ce procès, notamment dans la sphère djihadiste? Doit-on, vous pensez, s'attendre à d'autres attaques, comme ce fut le cas notamment à l'occasion du procès de Charlie Hebdo et l'Hypercacher? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mouvance djihadiste ne reconnaît pas la justice des hommes et elle se désintéresse du procès. Et elle s'en désintéresse vraiment. Il ne faut pas négliger l'aspect religiosité. La religion, ce n'est pas le prétexte des djihadistes, mais la croyance, l'idéologie, le fait religieux, ils sont au cœur de leur action, ils sont au cœur de leur programme. Et dans le cas des individus, elle est aussi l'alpha et l'oméga d'une vision du monde. Donc, la mouvance djihadiste, l'EI en particulier, qui est plus concerné, se désintéresse réellement du procès. On n'a pas eu de déclaration officielle sur le procès et sur les lois qu'ils ne reconnaissent pas par les agences officielles. Il y a eu relativement peu de remous en ligne. Néanmoins, des déclarations comme celle d'hier par Abdeslam et leur médiatisation peut éveiller l'intérêt, peut susciter l'admiration pour ce qui serait perçu comme de l'endurance, comme de la fermeté par la sphère de l'État islamique. Et bien sûr, ça peut avoir un écho auprès d'un public, et d'ailleurs sur plusieurs plans, parce que ces déclarations d'hier ont été d'abord sur un plan religieux, avec la déclaration de la Shahada, sur un plan de l'engagement politique et de l'identité. Je suis un soldat de l'État islamique, ce qui est quand même une déclaration de guerre, alors qu'il est en procès. Et sur un troisième plan, qui a une résonance plus victimaire, quand il s'est plaint de ses conditions de détention. Et d'ailleurs, il a récidivé aujourd'hui dans ce tropisme victimaire en parlant des victimes en Syrie. Donc tout ceci peut susciter l'émotion d'une sphère qui serait radicalisée, avec toujours un passage acte possible. Mais pour répondre à votre question initiale, je dirais que la menace n'est pas si aiguë qu'au moment de l'ouverture des attentats de janvier 2015, il y a un an, parce qu'à ce moment-là, il y a eu la republication des caricatures qu'Emmanuel Macron avait refusé de condamner et qui a engendré une déferlante de propagande anti-française de la part non seulement des organisations djihadistes, mais également de personnalités publiques diverses et variées. Donc, c'est sorti de la sphère djihadiste. Et en fait, la France est vraiment venue sur le devant de la scène comme une cible privilégiée pour les groupes djihadistes, avec des menaces régulières. Mais, si vous voulez, sur le fond, ces menaces sont élevées, mais il n'y a pas d'augmentation de la menace qui serait corrélée à l'ouverture du procès d'hier. Ce sont plus des menaces qui perdurent sur le fond depuis quelques mois, quelques années. Alors, je voudrais passer maintenant légèrement à un autre sujet. Nous commémorons dans quelques jours les 20 ans du 11 septembre 2001, avec les événements en Afghanistan. Quel sera, selon vous, l'impact sur le djihadisme international et où est-ce que nous en sommes 20 ans après? Alors, pour résumer brièvement, je dirais qu'il y a deux aspects ici dans la question. Il y a deux aspects à développer. Il y a le point de vue des djihadistes et le point de vue de ceux qui luttent contre. Ce qu'on constate actuellement, c'est que les groupes djihadistes, qu'ils aient des visées locales, régionales ou internationales, ont survécu à plusieurs offensives militaires qui étaient extrêmement puissantes, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en zone syro-irakienne ou même dans le Sahel. Et on est maintenant face à des groupes, Al-Qaïda, l'État islamique, qui se sont filialisés, qui se sont ancrés dans des problématiques plus régionales, soit de manière très claire, comme les talibans, ça a toujours été leur cas, ou comme HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui est une émanation d'Al-Qaïda en Syrie, qui s'est affranchie de la maison mère et qui maintenant est bien ancrée dans une problématique locale. Mais on a d'autres groupes
qui conservent également des visées internationales, comme l'État islamique et Al-Qaïda, qui ont à la fois des objectifs locaux, régionaux, mais également internationaux. Parce que même si actuellement, dans les faits, il y a moins d'actions terroristes à l'international, la propagande de ces groupes appelle toujours à frapper l'Occident. Et à côté de ça, l'idéologie djihadiste reste ancrée en Occident, ancrée dans nos pays, par l'intermédiaire évidemment d'Internet en particulier, mais pas uniquement. Et on est plus dans un modèle de terrorisme inspiré par la propagande. Et je dirais qu'il demeure parmi les menaces assez aiguës, avec une sphère d'Al-Qaïda qui est galvanisée par la victoire des talibans, qui est largement saluée par Al-Qaïda. Il y a eu une série de communiqués qui ont été publiés par les filiales d'Al-Qaïda, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Al-Qaïda au Maghreb islamique avec un communiqué conjoint avec le Génim, Al-Qaïda en Syrie au Ras ad-Din, etc., qui soulignent en fait et qui saluent l'endurance des talibans. Donc voilà, on est face à une grande puissance qui amène une guerre chère et loin de chez elle, mais qui quand même, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vivent, hein. Évidemment les États-Unis sont partis, mais en tout cas ils vivent la réoccupation de l'Afghanistan par les talibans comme une victoire militaire, qu'ils attribuent notamment au divin, et donc ils sont dans une sorte d'espoir de faire renaître un appel d'air dans la sphère djihadiste, et Al-Qaïda en particulier, et dans l'idée que le long terme, c'est la bonne stratégie. Et donc, en parallèle de tout ça, nous, enfin, en tout cas, les États qui luttent contre le djihadisme, on est à un moment charnière où les États-Unis, et pas uniquement les États-Unis, souhaitent allouer davantage de ressources face aux menaces que représentent les États-puissances tels que la Chine, tels que la Russie, mais également d'autres États, et donc mécaniquement moins de ressources à allouer au contre-terrorisme. Et donc toute la question sera de savoir si avec moins de moyens, moins de ressources, avec la réallocation, est-ce que les États occidentaux parviendront non plus, comme c'était l'ambition auparavant, d'éradiquer la mouvance djihadiste, mais au moins à la contenir et à l'endiguer. Donc ça va être la question, évidemment, à moyen terme. Et puis, sur le plus long terme, la question, ce sera de savoir si, dans les États, dans les régions où ces groupes prospèrent, c'est-à-dire dans les régions où il y a une déficience de la gouvernance, il y a des États défaillants, est-ce qu'il peut y avoir une amélioration? Est-ce qu'il peut y avoir une reprise en main par des États qui seraient moins défaillants et qui laisseraient moins de place, moins d'appel d'air à des groupes insurrectionnels susceptibles d'imposer leur gouvernance, d'imposer leurs lois et d'imposer leur vision du monde. Donc, on est vraiment dans ces questions à plus long terme, mais qui sont présentes dans plusieurs régions du monde. Merci Laurence d'avoir pris le temps de répondre à nos 3 questions. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.